Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afrique Hebdo. Un an après l'éruption du volcan Nyiragongo en RDC, une partie des sinistrés attend toujours les aides promises. Plus de 3000 habitations avaient été détruites par la lave. La relation complexe et fluctuante entre juifs et musulmans au Maghreb, de la France coloniale à nos jours, c'est l'objet d'une exposition qui se tient au musée de l'histoire de l'immigration. L'éclairage de notre journaliste Sofiane Aubin à suivre dans ce magazine. Pour finir, la danse au secours des enfants des rues au Tchad. Un chorégraphe professionnel leur apprend le coupé-décalé et le dombolo pour leur donner de l'espoir et un avenir. Lorsque le volcan Nyiragongo est entré en éruption le 22 mai 2021, la coulée de lave s'est arrêtée aux portes de Goma, mais 32 personnes ont perdu la vie et des milliers de maisons ont été détruites. La catastrophe a mis en évidence le manque de préparation des autorités et notamment les maigres moyens alloués à l'observatoire volcanologique de Goma. Un an après, quelle est la situation des sinistrés? Nos correspondants sont retournés sur place. Reportage signé Clément Bonnereau, Justin Kabumba et Juliette Dubois. Locadia a perdu sa maison lors de l'éruption du 22 mai 2021. Un an après, elle vit toujours dans ce camp de fortune avec ses 6 enfants. Voilà sur quoi nous dormons, c'est mouillé à cause de la pluie. Voilà comment nous souffrons. Il faut nous venir en aide. Si la plupart des sinistrés ont emménagé dans de nouvelles maisons, 500 familles attendent encore d'être relogées. Comme Locadia, Merveille dit avoir perdu espoir. Personne n'est venu nous aider. Le président Tshisekedi est arrivé ici. Mais comme d'habitude, c'est toujours des promesses jusque-là. Au lendemain de l'éruption, le gouvernement congolais avait promis de tout faire pour mieux se préparer à une nouvelle catastrophe. L'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, avait notamment dit manquer de moyens pour travailler. Depuis, de nouveaux investissements ont été réalisés, comme ce laboratoire. Ici, nous appelons laboratoire Tshisekedi. C'est le laboratoire de sismologie. Pour mieux surveiller le volcan, le gouvernement a doté l'OVG de 4 stations d'observation supplémentaires. Mais certains équipements sont toujours inutilisables, comme cette sirène d'alerte. La sirène, on a essayé de retentir ça, mais nous avons trouvé que ça ne couvre même pas un rayon de 500 mètres. Donc là, c'était un défi. Il faut vraiment carrément remplacer la sirène en question. Il y a un an, les habitants avaient fui Goma de manière désordonnée. La protection civile se dit aujourd'hui mieux préparée. Ces jeux de simulation ont été distribués dans les écoles de la ville. L'orange ici, c'est le marché. Installez la route aussi. Les autorités promettent aussi des formations. La protection civile va former des organisations communautaires, des réponses aux urgences qui seront à mesure d'identifier les signes d'alerte, de partager les alertes avec les numéros verts de la protection civile. Un nouveau plan de contingence devrait être rendu public avant la fin du mois de juin. La dent de Patrice Lumumba bientôt restituée. Une cérémonie officielle se déroulera le 20 juin à Bruxelles. Elle avait été plusieurs fois reportée en raison de la pandémie de coronavirus. La relique de celui qui fut l'un des pères de l'indépendance et Premier ministre congolais sera remise à sa famille en petit comité. Une fois arrivée en RDC, cette relique permettra d'ériger un mémorial en l'honneur de Patrice Lumumba à Kinshasa. C'est une exposition qui a pour sous-titre « Plus d'histoire, moins de clichés ». Elle explore une histoire de vie commune et de rupture entre juifs et musulmans, souvent présentés comme des frères ennemis. Une histoire qui prend sa source dans l'espace colonial du Maghreb et se poursuit depuis les années 1960 en France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des journalistes de la rédaction de France 24, Sofiane Aubin. Bonjour Sofiane. Bonjour. Alors vous vous êtes rendu pour nous au musée de l'histoire de l'immigration à Paris où se tient cette exposition. En quoi est-ce qu'elle apporte un regard nouveau sur cette thématique ? C'est vrai qu'on avait déjà vu des expositions soit sur les musulmans, soit sur les juifs du monde arabe. Mais ici, au travers d'une centaine d'œuvres d'art, de photographies, d'objets et d'archives, on raconte la relation entre les deux. C'est pas anodin en France. C'est en France qu'on trouve le plus de musulmans et le plus de juifs en Europe. Mais en France, de surcroît, musulmans comme juifs
sont majoritairement originaires d'un même espace, c'est le Maghreb. Alors, une origine commune, certes, mais l'exposition raconte aussi la séparation, les malentendus historiques, au Maghreb face à la France coloniale d'abord, dans la société française ensuite. Je vous propose d'écouter le commissaire général de l'exposition, c'est l'historien Benjamin Stora. Une exposition qui met l'accent, pas simplement, disons, sur les affrontements, sur les séparations, etc., mais sur les possibilités, disons, de la transmission d'une mémoire commune. Sans, bien sûr, sans naïveté, hein, sur le fait qu'il y a eu effectivement des fossés, des séparations, des affrontements qui ont existé. Mais l'objectif, quand même, c'est d'essayer de parvenir à dresser et à conserver des passerelles. Dresser et conserver des passerelles, c'est donc l'un des objectifs de cette exposition. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des Juifs d'Afrique du Nord ces dernières années. Vous avez notamment réalisé un focus pour France 24 dans lequel vous avez rencontré des Français d'origine judéo-maghrébine qui étudient l'arabe. Est-ce que cette langue et son apprentissage constituent aussi une passerelle ? Oui, d'ailleurs, le fait qu'ils apprennent l'arabe suscite beaucoup de respect dans leur entourage musulman. Mais dans la chronologie de leur démarche, pour ces juifs-là, l'arabe, c'est d'abord un retour à leurs propres racines. Parmi eux, Ilana, par exemple, m'a confié qu'elle ne pouvait même plus concevoir de vivre son judaïsme sans comprendre l'arabe. Alors c'est vrai que ça peut surprendre en 2022, sauf qu'il y a une réalité historique derrière tout ça. Quand on est de parents juifs tunisiens ou juifs marocains comme Ilana, on hérite d'une culture qui s'est exprimée principalement en arabe pendant plus de 10 siècles. Et ça, jusque dans les synagogues. On a accès à des archives juives qui racontent qu'au Maroc, à Fès par exemple, dans les années 40, lors des fêtes, certains textes saints étaient systématiquement traduits de l'hébreu vers l'arabe, tout simplement pour que les juifs puissent les comprendre. Vous parliez des années 40, mais que reste-t-il de ces communautés juives aujourd'hui ? Eh bien, à vrai dire, très peu de gens et de moins en moins. On va rappeler quelques chiffres. La dernière juive libyenne a quitté Tripoli en 2002. En Tunisie, on compte aujourd'hui environ 1 millier de juifs. En Algérie, il se murmure qu'il reste quelques juifs, mais ça, aucune source ne permet de l'attester. Et au Maroc, vous savez, souvent décrit, perçu comme le foyer de présence juive dans le monde arabe. Eh bien, c'était le cas auparavant, mais en 2018, il n'en restait que 2150. Alors, conséquence immédiate pour les juifs français, très peu, si peu, ont aujourd'hui de la famille au Maghreb. Et pourtant, la communauté séfarade conserve une espèce de conscience de son orientalité via les grands-parents. Pourquoi ? Eh bien parce que cette génération-là, elle est née de l'autre côté de la Méditerranée, et même si c'est moins vrai pour les juifs algériens, elle parle encore souvent l'arabe dialectal. Les personnes que vous avez rencontrées ont entre 20 et 80 ans. Est-ce que la nouvelle génération née en France s'intéresse autant que ses aînés à ses origines nord-africaines ? Alors, elle s'y intéresse autant et elle s'y intéresse même paradoxalement davantage. Une jeune femme m'a expliqué « Je ne parlais pas l'arabe, mais cette langue me parlait ». Et le désir de renouer avec l'arabe, il est souvent déclenché par les grands-parents, mais alors presque malgré eux, si vous voulez. Certains de mes jeunes interlocuteurs se voient demander par leurs aînés « Mais pourquoi tu tiens autant à apprendre l'arabe? Ça sert à quoi ?» Et une des réponses c'est « Eh bien, parce que j'aimerais bien comprendre vos blagues en arabe pendant les repas de famille. » Ces jeunes, ils prennent conscience de leurs origines via des questionnements du type « Pourquoi personne ne m'a transmis l'arabe dans la famille alors que nous venons d'un pays arabe ?» Et c'est vrai que si les aînés, du moins parmi ceux que j'ai rencontrés, ont souvent quitté ces pays après les indépendances dans un contexte qui les remplit d'amertume, eh bien cette amertume, les nouvelles générations ne la partagent plus, tout simplement parce qu'elles sont nées en France. Comme Johan par exemple, agrégé d'arabe, amoureux de la Tunisie, il me confiait « C'est parce que je me sens d'abord français et européen que j'appréhende l'histoire tunisienne sans parti pris et sans la moindre rancœur. » Merci Sofiane Aubin. Et je le rappelle pour ceux qui souhaitent voir ou revoir votre reportage, il est à retrouver sur la page de l'émission Focus sur france24.com. Aleva Davogo-Judd a dû apprendre à survivre dans les rues d'Njamena avant de devenir chorégraphe et danseur professionnel. Sa passion pour la danse ne plaisait pas à son père et il avait dû quitter le domicile familial à l'âge de 14 ans. Avec son association Dakuna Espoir, il a accueilli 600 enfants qui se sont eux aussi retrouvés livrés à eux-mêmes. Fabien Fougère et Nicolas Bertrand. Il invite les enfants des rues à danser sur les trottoirs de N'Djamena, la capitale du Tchad. Aleva Davogo-Judd est danseur professionnel
et s'est fixé pour objectif d'aider ces jeunes abandonnés, souvent orphelins, maltraités ou bien rejetés par leur famille, faute de moyens. Quand on danse, on oublie tous nos soucis. On ne pense qu'à bouger ensemble. C'est ce sourire, c'est cette joie qui déclenche vraiment quelque chose envers ces enfants et on les fait danser pour gagner leur confiance, à ce que ces enfants puissent se confier à nous et qu'ils puissent nous dire tout. Pourquoi, pour quelles raisons, pourquoi ils sont dans la rue. Dans la ville, plus de 3000 enfants seraient livrés à eux-mêmes. Le danseur a créé l'association Dakuna Espoir pour les identifier et les prendre en charge. Mon grand, ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 2 ans maintenant. Je mendie et j'essaie de récupérer les restes des restaurants. Et souvent je dors ici, à même le sol. Au Tchad, plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour réintégrer ces enfants dans la société, Alevan Davogodjoud a ouvert ce centre d'accueil. Ici, 60 jeunes âgés de 6 à 20 ans sont nourris et logés jusqu'à 1 an, le temps de reprendre pied. Tous les jours, il leur apprend à danser le coupé-décalé, le hip-hop ou le ndombolo. Le chorégraphe tchadien avait commencé à faire carrière à Paris et à New York. Mais il a fait le choix de rentrer à N'Djamena pour changer la vie de ses enfants à travers la danse. Lui aussi a passé une partie de sa jeunesse dans la rue. Rodrigue, écris. Écris pour toi ici. Grâce à l'association, les enfants accèdent à des cours, pour la première fois le plus souvent. Ils apprennent à lire et à écrire. Consonne. Le centre est financé en partie par l'UNESCO et des mécènes. Il propose aussi des formations professionnelles gratuites. Orphelin depuis une attaque du groupe terroriste Boko Haram dans son village, Abdel Moussé en a bénéficié et est devenu couturier. J'ai ma machine, j'ai loué déjà une chambre, c'est déjà un homme. En dansant, ces enfants retrouvent le sourire et la confiance en eux. La condition nécessaire pour trouver leur place dans la société. C'est la fin de votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous.